La tua mente spicca al volo, quando è notte tu sei solo, guardi fuori, sono là, vedi nell'oscurità, vedi nell'oscurità, vedi nell'oscurità. Vedi nell'oscuro. À l'aide! Son visage avait changé. Je me suis mis à trembler. Je n'arrêtais pas de répéter que si la dame allait dans la mer, elle mourrait. À l'aide! J'adore ce genre d'histoire, les histoires de fantômes. Beaucoup de gens ont été torturés, beaucoup sont morts. On a entendu une voix. Les histoires sur des endroits soi-disant interdits, déconseillés. Je ne suis pas un chasseur de fantômes. Les peurs, les superstitions cachent toujours une autre histoire. Une histoire vraie. Que s'est-il vraiment passé ici? Si vous le saviez, entreriez-vous quand même? Diu, une petite localité indienne située sur les bords de la mer d'Oman, fait partie du territoire de l'Union appelée Daman et Diu. Mais pendant plus de 400 ans, elle a appartenu aux Portugais. Maîtres du commerce maritime, ils y ont importé leur religion et leur culture. Les Européens sont repartis depuis longtemps, et aujourd'hui, Diu ressemble à n'importe quel autre port de pêche, du moins à première vue. Je m'appelle Robert Joe. Je tiens un blog et je suis explorateur urbain. Je ne crois pas aux fantômes. Et j'ai une théorie. Les endroits où les phénomènes paranormaux se multiplient ont souvent un point commun. Une tragédie bien réelle s'y est déroulée. À un moment ou à un autre. Des phénomènes de ce genre se dérouleraient à Diu et beaucoup de gens croient que la mer est hantée. Ils y auraient vu des spectres. Un exemple. J'avais une quinzaine d'années. C'était la pleine lune. On s'est tous approchés de l'eau pour uriner. Et j'ai vu une vieille dame s'approcher de la mer. Et elle criait « À l'aide, à l'aide ». Mais quand je me suis approché pour l'aider, j'ai vu que son attitude et son visage avaient changé. Ses yeux s'étaient agrandis et son visage était devenu effrayant et rougeâtre. Je n'arrêtais pas de répéter que si la dame allait dans la mer, elle mourrait. Mes camarades m'ont retenu. Je n'étais plus capable de réfléchir normalement.
Je me suis dit que si c'était vraiment un fantôme, elle irait dans la mer. Il y a eu un grand boom et l'eau est devenue d'un blanc laiteux. C'est plus tard que je me suis rendu compte que j'avais vu un spectre. Rien d'étonnant à ce que la mer soit omniprésente dans les traditions populaires. Et elle donne son aura de mystère à Diu. Ici, les lieux hantés seraient monnaie courante. Mon contact Deepak ajoute qu'il est facile de trouver des témoins d'une manifestation paranormale. Il y a beaucoup d'histoires de fantômes. Il veut savoir si elles sont vraies ou fausses. Vous en avez entendu parler? Au nord du temple de Gangeshwar, il y a la tour du silence. Les gens ont entendu des bruits entre minuit et 2 heures du matin. Il y aurait des choses bizarres à l'ancien hôpital. Il y a un rond-point où il y a beaucoup d'accidents. Il se passe quelque chose d'étrange tous les jours. L'esprit nous est apparu sous l'apparence d'un saint. Mais il nous a terrorisés. Tous les monstres habituels sont là. Fantômes, esprits frappeurs, vampires. Comme partout ailleurs ou presque, les gens pensent que ces êtres se terrent dans des grottes, des bâtiments anciens, dans chaque recoin. Mais beaucoup de ces endroits semblent de près ou de loin liés à la mer. Un bâtiment semble valoir que j'y jette un œil. C'est un ancien fort, bâti sur le littoral, il y a près de 5 siècles par les Portugais. Selon un témoin, il est hanté. Une fois, avec 3 amis, on est allé au fort de Diu. On a traîné dans les environs pendant à peu près 2 heures. Comme on était fatigué, on s'est assis. On a remarqué qu'il n'y avait pas un bruit. Puis, on a entendu un truc bizarre. Un cheval qui trottait. On s'est regardé en se demandant si l'un de nous faisait une blague aux autres. On a dit « Silence, fini les blagues, un peu de sérieux ». On a compris qu'une force surnaturelle essayait de nous dire de partir. Là, on a commencé à avoir vraiment peur. Sur un mur, une ombre s'est découpée. Un cheval. Et dessus, un militaire avec un grand couvre-chef. C'est pour ça qu'on a eu si peur et qu'on est parti à toute vitesse. La description du cavalier fantôme laisse entendre un lien avec l'histoire du fort. Ce dernier date de la domination des Portugais qui ont colonisé Diu et Goa au XVIe siècle. À l'époque, dans certaines régions d'Europe, les persécutions religieuses allaient bon train. Quiconque contrevenait aux règles de l'Église catholique s'exposait aux pires sanctions dans les geôles de l'Inquisition, dont tout le monde savait qu'elle recourait à la torture. Les Portugais avaient-ils emporté de telles pratiques dans leurs colonies indiennes? Avait-on torturé dans le fort? Au Portugal, comme en Espagne, l'Inquisition a été chargée d'imposer la domination de l'Église. Je me demande si les pratiques cruelles qu'elles employaient sont arrivées jusqu'à Dieu. Si on a torturé au fort, ça lui a sûrement valu une triste réputation.
Il y avait des dizaines de canons braqués vers la mer. Apparemment, les Portugais ont été obligés de défendre Diu contre des ennemis puissants. Aujourd'hui, tout est en ruine. Mais il faut s'imaginer cet endroit plein d'effervescence. Ça a dû être un bâtiment très spectaculaire. Et il était la preuve d'une puissance militaire impressionnante. D'autres constructions sont plus récentes. Là-bas, il y a un phare dans le coin. Apparemment, il est assez moderne. La côte a l'air d'être très dangereuse. Le fort est très vaste et j'ai besoin d'un meilleur point de vue. D'ici, on se rend compte de l'immensité du bastion. Le témoin a vu l'apparition là, en bas, quelque part à l'intérieur de cette enceinte. Ses amis et lui étaient venus boire lorsqu'ils ont entendu des bruits de sabots. Tous connaissaient la légende. Et comme ils ont eu peur, ils se sont enfuis. Ils ont eu le temps d'apercevoir une silhouette indistincte se dessiner sur un mur. Peut-être celui-ci, mais c'est difficile à dire tellement le fort est étendu. La vocation militaire de l'endroit est évidente. Mais je n'ai rien trouvé sortant de l'ordinaire. Rien qui soit susceptible de faire croire que le bastion est hanté. Je demande au guide à quoi servait le fort. Ce sont les Portugais qui ont construit le fort pour se défendre. Et au départ, il n'y avait que des soldats, mais ensuite, il a servi de prison. Il y a une île fortifiée au large. Et c'est là qu'on incarcérait les gens. Il y avait beaucoup de tunnels sous le bastion, mais aujourd'hui, ils sont introuvables. Pourtant, l'un d'eux allait jusqu'à l'île d'à côté, Panicota. D'après lui, une galerie relie peut-être encore les deux endroits. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Je tombe sur une embrasure de porte dans la muraille. On dirait une grotte voûtée, avec des chauves-souris au plafond. Ça alors? Ouais, on se croirait dans Batman. C'est le premier endroit souterrain où j'entre. C'est un passage voûté, en forme de L. Difficile de dire à quoi il servait. Peut-être au stockage. En tout cas, ça ne ressemble pas à une prison, loin s'en faut. Il y a une ouverture qui semble donner sur une douve, du côté de l'océan. On aperçoit les murailles. Elles sont assez hautes. Et on peut voir jusqu'où monte le niveau de l'eau. Supposons qu'un réseau de galeries passe sous la mer pour rejoindre l'île forteresse. Dans ce cas, il faudrait descendre à peu près de ce niveau jusqu'en bas. C'est seulement comme ça qu'on serait au-dessous du niveau de l'eau. Il y a un passage souterrain dans un angle du site. Il descend tout droit. C'est l'indice le plus prometteur de la présence d'un tunnel sous l'océan. Allons voir. Je ne vois pas l'autre bout, mais ça descend pas mal. Une chose qu'il faut savoir, c'est que pendant la mousson, les serpents sont vraiment agressifs dans le coin.
Et il y en a plein dans les endroits comme celui-ci, même si je n'en vois pas pour le moment. En Inde, environ 50 000 personnes meurent après avoir été mordues. Et je n'ai aucune envie de grossir les statistiques. Apparemment, cet éboulement m'empêche de passer. J'ignore qui a construit cet endroit, mais de toute évidence, c'était pour une raison précise. C'est bien étudié. Il y a des ouvertures pour la ventilation. Ça sent pas trop le renfermer. Mais ça ne me conduira pas à l'île forteresse. La galerie s'arrête ici. Je suis à Diu, dans l'ouest de l'Inde, pour étudier un fort soi-disant hanté, construit par les Portugais. Ces derniers ont sûrement recouru à la torture pour imposer le christianisme. Mais est-ce qu'elle a été pratiquée au fort? Ça expliquerait pourquoi certains ont encore peur de cet endroit. On m'a parlé de tunnels et d'une prison, mais l'examen des lieux s'est soldé par une impasse. Apparemment, cet éboulement m'empêche de passer. Les Portugais ont été les premiers Européens à atteindre l'Asie en contournant l'Afrique par bateau. Une fois Diu en leur possession, ils ont supplanté les marchands venus d'Arabie et de Méditerranée, instaurant un commerce direct avec l'Inde et le reste de l'Asie. Ils ont engrangé des bénéfices énormes. Mais avait-il une raison d'user de violence à l'encontre de la population locale? Je me demande qui vivait ici à l'époque, quand un détail d'une conversation avec un témoin me revient. Il n'y avait pas un bruit. Sur un mur, une ombre s'est découpée. Un cheval. Et dessus, un militaire avec un grand couvre-chef. Beaucoup de gens d'ici ont entendu parler du gouverneur. Il était très attaché à Diu. Il avait l'habitude de faire des rondes, monté sur son cheval. Il en faisait même la nuit. C'est pour ça qu'on a eu si peur et qu'on est parti à toute vitesse. Ramesh pense avoir vu le fantôme d'un personnage historique. Le gouverneur de Diu. Si la terreur a régné ici à une certaine époque, il en a peut-être été responsable. Pour trouver des réponses, je me rends dans un endroit dont on m'a parlé. Le pilori qui trône au milieu d'une place de la vieille ville. Et non loin, je rencontre le bonhomme. Voici Nuno da Cunha. Les inscriptions sur le socle de la statue sont très erronées. Mais on devine le mot gouverneur. Il a l'air très sévère. Et si on fait le lien avec l'endroit baptisé pilori, il y a de quoi s'interroger sur la cruauté du régime colonial. Nuno da Cunha a été le premier gouverneur des Indes portugaises dans les années 1530. C'est lui qui a renversé le pouvoir en place à Diu, avant de faire ériger le fort et de remplir les caisses du royaume.
L'homme était un colosse. Mais a-t-il donné aux autochtones des raisons de le craindre, même depuis l'au-delà? Je contacte le professeur Paulo Aranha, un historien spécialiste des Indes portugaises, pour qu'il éclaire ma lanterne. Je dirais que c'est un personnage plutôt énigmatique. C'était ce que j'appellerais un politicien habile et un homme de guerre qui se montrait cruel au combat, mais il n'était pas fou. En tout cas, les sources ne semblent pas le décrire en ces termes. Nuno da Cunha n'aurait donc aucun lien avec notre fantôme? J'ai découvert pas mal de choses sur lui. Il a joué un rôle très important ici. Il a contribué à ouvrir la route des épices et à fortifier Diu. Mais il ne s'est pas montré particulièrement cruel. Du coup, je ne suis pas sûr que ce soit lui qui soit à l'origine des histoires. Je soumets une autre énigme au professeur. Le guide du fort m'a parlé des tunnels secrets et d'une prison. Il y avait beaucoup de tunnels sous le bastion, mais aujourd'hui, ils sont introuvables. Ma galerie finissait en cul-de-sac. Mais est-ce qu'elle menait jadis à des salles de torture secrètes? Je demande son avis à Paulo. Je ne suis pas un spécialiste de l'architecture militaire, donc je ne peux faire qu'une supposition. Lors des sièges, les défenseurs, en l'occurrence les Portugais qui étaient retranchés à l'intérieur du bastion, faisaient des sorties pour harceler les assiégeants, pour leur tendre des embuscades. Ces tunnels permettaient très certainement aux soldats portugais de sortir rapidement du fort. D'après le professeur, les tunnels ne dissimulaient vraisemblablement aucun sombre secret entourant ce qui se serait tramé dans l'île forteresse. Pourtant, celle-ci accueillait bien une prison. Heureusement, on peut y aller autrement que par un tunnel. C'est le début de la mousson. Et je comprends rapidement pourquoi les habitants des environs se sentent à la merci de la mer. Je suis sur Panicota, l'île forteresse qui fait face à Diu. La traversée a été un peu agitée, et ça doit être encore pire par gros temps. Les vagues déferlent contre la paroi, et j'ai eu du mal à débarquer. Vous voyez, il ne faut pas qu'on traîne. Premièrement, pour quelle raison a-t-on construit cette forteresse? Vu qu'elle est très près de la côte, elle servait peut-être de lieu d'observation pour les sentinelles. D'ici, on voit bien le littoral. Cet endroit a pu servir de cellule. Aucune sortie. Ça ressemble à une cage. C'est que c'en était sûrement une. Je cherche un tunnel qui déboucherait dans la forteresse et qui viendrait du fort de Diu. Ça pue les fientes de chauve-souris. Donc, par mesure de précaution, il y a des crottes de bestioles partout. Des cafards, des nids d'oiseaux. Ça grouille sur les murs. Tout est bouché. C'est un vrai placard. Il y a dû y avoir quelque chose avant. Mais le mur de béton masque tout. C'est une nouvelle impasse.
J'ai exploré Tupanikota. Après l'examen du fort côtier, je commence à douter de la véracité des histoires qui circulent. Apparemment, on n'a torturé personne ici. Rien ne le prouve. Certaines salles pourraient avoir servi de cellules, mais le gros de l'installation est sous terre, recouvert par la mer. Et je doute qu'il y ait un tunnel entre ici et le fort de Diu. Il serait presque impossible à percer. Comment savoir si les Portugais se sont livrés à la torture? Je rappelle le professeur Aranya. Est-ce que les Portugais ont soumis la population locale à la torture? Absolument. Ce qu'on appelait la question avait bel et bien cours. Comme en Irak, on pratiquait ici le supplice dit de la baignoire. Mais la torture la plus fréquente, c'était la corde. On attachait un individu à l'aide d'une corde en lui passant les mains dans le dos et on le suspendait au plafond. Puis on le soulevait et on le faisait redescendre. Ça provoquait des douleurs qui étaient atroces, mais aucunement mortelles. Malgré tout, les Portugais se sont montrés relativement tolérants, pour des raisons pragmatiques. Ils n'avaient rien à gagner à persécuter les marchands de Diu. L'intérêt du Estado da Índia des Portugais, l'État indien, était au contraire de voir Diu prospérer dans son rôle de comptoir et de port de commerce. Plus il y avait de commerçants à Diu, plus les colons gagnaient d'argent. Les Portugais ont donc bien recouru à la torture dans leur colonie indienne, mais rarement à Diu, afin de préserver une bonne entente avec les marchands et de faciliter des échanges commerciaux lucratifs. L'Inquisition n'est donc sûrement pas à l'origine des histoires de revenants. En revanche, un élément de la vie de Nuno da Cunha m'intéresse. En revenant du Portugal, il s'est noyé dans les eaux qu'il croyait protégées. Pourquoi certains habitants pensent-ils avoir vu des spectres au large de Diu? En Inde, je m'intéresse à un fort portugais qui serait hanté par le fantôme de son ancien gouverneur. Ce dernier, Nuno da Cunha, avait la réputation d'être un combattant sanguinaire. Et j'ai cherché des preuves de tourments qu'il aurait infligés à la population. Les Portugais ont organisé des persécutions en Inde, au nom de la foi. Mais à Diu, leur objectif principal a été d'asseoir leur empire commercial, raison pour laquelle le bastion n'a pas servi de lieu de torture. Pourtant, quelque chose alimente les peurs et les superstitions. Beaucoup de gens pensent que des fantômes viennent de la mer, et je veux savoir pourquoi. Un témoin, un ancien pêcheur, a assisté à quelque chose d'inexplicable. Il y a 9 ans, je suis sorti en mer. Au large, on fait toujours attention à ne pas heurter d'éventuels obstacles. Et puis, j'ai repéré quelque chose. Ça ressemblait à du bois flotté. Mais j'ai décidé de ne pas m'en inquiéter outre mesure et j'ai continué à travailler comme si de rien n'était. Mais à la longue, je me suis approché de l'objet en question. Et une fois à côté, j'ai vu qu'il s'agissait en fait de 3 jeunes adultes. Un peu plus tard, il n'y avait plus rien de visible. Donc j'ai appelé un membre de mon équipage pour qu'il vienne jeter un œil. Il a regardé à l'horizon
Mais il n'y avait plus rien du tout. Je lui ai dit, regarde bien. Il y avait une embarcation juste à côté de la nôtre. Où est-elle passée? J'étais stupéfait. Elle avait été tout près de nous, puis elle avait disparu. Le matelot m'a dit, c'est ton imagination qui te joue des tours. Rien n'indiquait ce qui était arrivé aux trois jeunes. Selon ce témoin, des fantômes flottaient sur l'océan. Et d'autres articles mentionnent le même genre de phénomène dans les environs. Deepak me suggère de m'adresser à des pêcheurs. Les eaux peuvent se montrer piégeuses, et nul n'en a plus conscience que celui dont la subsistance dépend de la mer. La foule s'est réunie sur une colline qui surplombe la plage, pour une cérémonie à la mémoire des disparus en mer. Il y a des centaines de cénotaphes. Chaque famille sacrifie quelques chèvres et donne leur sang en offrande aux dieux. La tête et les entrailles sont ensuite transportées sur la plage. Pourquoi une telle cérémonie? La cérémonie funéraire est organisée pour tous nos proches, pour tous ceux qui nous sont chers et qui ont péri en mer. Cette cérémonie apporte la paix aux membres de la famille de ces disparus. Ensuite, on va partager tous ensemble la viande des chèvres et on va s'en servir pour préparer un repas. Il faut se souvenir des défunts. Si on les oublie, on s'attirera des difficultés. À cause de leurs âmes. Si on ne le fait pas, alors il va nous arriver des malheurs. J'ai très souvent constaté, dans de nombreuses cultures, qu'organiser un sacrifice en mémoire des morts qui n'ont pas eu droit à une sépulture digne de ce nom est très important. Ici, les gens vivent de la pêche. Et ce sacrifice devient une sorte de substitut de tombeau, grâce à l'offrande faite à la mer. Et là, ça se tient. Il y a énormément de cénotaphes. Je n'ai pas compris pourquoi autant de gens périssaient en mer. Jusqu'à ce que les villageois m'expliquent que les bateaux devaient aller de plus en plus loin pour trouver du poisson, ce qui augmente le risque d'être victime d'une tempête. Je rencontre le commandant Fulbaria, un marin qui a sillonné le monde entier. Il a grandi à Diu et il connaît bien l'influence de la mer sur les habitants de la ville. C'est dangereux pendant la mousson? Pendant la mousson, la météo est mauvaise. La hauteur des vagues augmente de 6 à 8 mètres. Tout dépend de l'état de la mer. Si on sortait maintenant, il n'y aurait aucun risque. Mais d'ici une douzaine d'heures, il pourrait se mettre à faire vilain. Tout dépend si la pression barométrique est basse ou non. Le commandant Fulbaria m'explique que si des pêcheurs sont pris dans une tempête pendant la mousson, il est presque impossible de les secourir. Pourquoi est-ce que les pêcheurs sont tatoués? Au bout de 10 ou 20 jours, quand on retrouve un corps ou une partie d'un corps, bien souvent la tête, les jambes ou les mains ont disparu. Parfois les poissons ont mangé les yeux. Alors comment savoir de qui il s'agit? Pour prévenir la famille, on a tous un tatouage comme celui-là. Depuis des siècles, la mer est synonyme de nourriture, de marchandises et de bénéfices pour Dieu. Mais elle tue toujours. Et les marins sont tatoués pour qu'on identifie leurs cadavres. Mais lors de la cérémonie, j'ai vu que des centaines de pêcheurs n'avaient jamais été retrouvés. La pêche est une activité dangereuse.
Pas étonnant que certains croient la mer hantée. Je veux savoir combien d'individus ont péri au fil du temps. Parmi le stock de journaux de la presse locale, je tombe sur une page entière de photos d'identité. On dirait une rubrique nécrologique. Le journal est rédigé en Gujarati et Deepak m'a traduit cet article, intitulé « Le triste bilan du mois », qui date de mai 1999. Il n'y a que des hommes et des garçons. S'il s'agit d'un accident de pêche, pourquoi y a-t-il des enfants? Et pourquoi autant de victimes en même temps? Ces visages m'obsèdent. Il y en a tant. Je suis venu découvrir les légendes et les fantômes de Diu dans l'espoir que l'un d'eux me mènerait sur la piste de ce qui hantait vraiment la ville. Ayant l'intuition d'avoir découvert quelque chose de concret, je pars à la recherche d'un journaliste. Y a-t-il eu une tragédie en mai 1999? Le 20 mai de cette année-là, un cyclone a ravagé la côte est de la péninsule de Kathiawar. Le phénomène a été si violent que beaucoup de gens qui se trouvaient sur le littoral ont péri. Ou ont été portés disparus. Ça a fait la une des journaux. Officiellement, cette catastrophe naturelle a fait 123 victimes. Il y avait beaucoup d'enfants à bord des bateaux, parce qu'ils profitaient des vacances scolaires pour apprendre à pêcher et à nager. Et pourquoi y a-t-il eu autant de morts? On ne pensait pas qu'une catastrophe pareille pouvait arriver si vite. En 82, le dernier gros cyclone avait frappé une fois les bateaux rentrés au port. Mais en 99, comme c'était avant la mousson, les pêcheurs étaient en mer. Ils ont été pris par surprise? Voilà comment les choses se passent ici depuis toujours. Quand les pêcheurs sortent de chez eux, leurs mères et leurs épouses les bénissent, parce qu'elles ne savent pas s'ils vont rentrer. Tout le monde est préparé à ce genre de drame, mais pas à ce genre de cyclone. Un énorme cyclone qui a fait plus de 100 morts en 1999, dont beaucoup d'enfants, a pris la ville par surprise. Ici, les gens vivent de la pêche. C'est leur pire cauchemar qui est devenu réalité. Un tel drame peut tout à fait expliquer les histoires de fantômes. Des corps privés de sépulture, des âmes à la dérive. Le journaliste m'explique que, malgré la tragédie, les survivants vivent toujours à Diu. Lors de mon enquête à Diu, j'ai recueilli de nombreuses histoires auprès des habitants. La région est devenue une colonie portugaise au début du XVIe siècle. Et j'avais d'abord supposé que ce chapitre de son histoire pouvait être à l'origine des rumeurs. Mais même si les colons ont pratiqué la torture en Inde, l'explication est ailleurs. La moitié de la population de Diu tire sa subsistance de la mer. Un endroit où le danger rôde. Et j'ai découvert une tragédie relativement récente. La saison de la mousson vient de commencer. En 1999, c'est plus tôt dans l'année que le cyclone s'est déchaîné. Aujourd'hui, des centaines de bateaux sont au port, car la mer est trop dangereuse pour sortir pêcher. Malheureusement, il en allait autrement à l'époque.
Deepak a retrouvé un des survivants du drame de mai 1999. Mahesh allait avoir 16 ans lorsqu'il est parti pêcher, juste avant que la flotte ne soit consignée au port. En mer, quand vous êtes-vous rendu compte d'un problème? Au matin du 21, les vagues qui secouaient le bateau ont grossi. Et la visibilité est tombée à zéro. Une grosse lame nous a fait chavirer. Tout le monde est passé par-dessus bord. Quand je suis revenu à la surface, le bateau était déjà très loin. Je ne savais pas quoi faire. J'avais du mal à nager, mais j'étais bien obligé. Il fallait que je nage, sinon j'allais mourir. Je suis remonté 2 fois à la surface. Pendant toute une nuit, j'ai dérivé au gré des vagues. J'ai prié Dieu pour trouver un moyen de survivre. Puis j'ai vu une boîte qui flottait à une dizaine de mètres. Et j'ai réussi à m'en saisir. Après, j'ai vu 2 hommes, un peu plus loin, agrippés à un tonneau. J'ai de nouveau perdu conscience, mais quand je suis revenu à moi, j'ai vu la côte. Quand j'avais 16 ans, ce qui m'inquiétait le plus, c'était de me faire des lunettes pour passer mon permis de conduire. Je ne travaillais pas sur un bateau de pêche. Je n'ai pas passé 3 jours à dériver en délirant à moitié, sans rien manger ni boire, et sans savoir si j'allais m'en sortir ou pas. Ça a dû être horriblement difficile, surtout pour un garçon de cet âge. L'autre élément intéressant, ce sont les radeaux improvisés. Le sien et celui des 2 autres rescapés. Ça donne un peu de crédibilité au récit décrivant des esprits sur un radeau. C'est une odyssée incroyable, et Mahesh fait partie des rares chanceux. La majorité des victimes venaient de ce village, et ça a été un coup dur pour les familles. 2 femmes ont accepté de me recevoir. Qu'est-il arrivé? Ici à Vanagbara, quand on a appris que le cyclone avait frappé, des gens se sont mis à pleurer, à gémir et à crier dans les rues et dans les maisons du village. Toutes les familles ont perdu 3 ou 4 hommes. Et après? On a emprunté des vêtements pour pouvoir continuer d'envoyer les jeunes à l'école. Tout avait disparu. Et le bateau avait coulé. On avait tout perdu. Absolument tout. Comment honorez-vous les disparus? Une fois tous les 3 ans, on fait une offrande aux morts. On fait le sacrifice d'une chèvre qui coûte entre 5 000 et 8 000 roupies. On dépose le sang de l'animal à côté de la photo du défunt ou sur le cénotaphe au bord de la mer. Peu importe qu'on ait l'argent ou pas, ce sacrifice est essentiel pour les morts. Nous, on peut avoir faim. Pas eux. On vit et on meurt à côté de la mer. L'océan est la base de notre existence. C'est seulement une fois que nos maris et nos enfants sont rentrés de la pêche qu'ils redeviennent nos maris et nos enfants. Entre-temps, ils appartiennent à la mer. Nous lui appartenons tous. C'est elle qui nous permet de vivre. Le cyclone était exceptionnel et il a frappé au pire moment. Pourtant, ce n'est sûrement que le dernier drame en date, dans une longue suite de tragédies qui ont frappé les pêcheurs de Diu. Il est logique que cette menace permanente ait donné naissance au récit d'âmes égarées qui entraient les environs.
D'habitude, je découvre une histoire de fantôme, puis son origine. Généralement une guerre ou un massacre. Mais ici, les traces de la tragédie sont partout. C'est l'océan. C'est à la fois le moyen de subsistance des habitants et la raison de leur souffrance. La tua mente spicca al volo quando è notte tu sei solo. Guardi fuori, sono là, vedi nell'oscurità, vedi nell'oscurità, vedi nell'oscurità. Il y a eu un grand boom et l'eau est devenue d'un blanc laiteux. C'est plus tard que je me suis rendu compte que j'avais vu un spectre. Rien d'étonnant à ce que la mer soit omniprésente dans les traditions populaires. Et elle donne son aura de mystère à Diu. Ici, les lieux hantés seraient monnaie courante. Mon contact Deepak ajoute qu'il est facile de trouver des témoins d'une manifestation paranormale. Il y a beaucoup d'histoires de fantômes. Il veut savoir si elles sont vraies ou fausses. Vous en avez entendu parler? Au nord du temple de Gangeshwar, il y a la tour du silence. Les gens ont entendu des bruits entre minuit et 2 heures du matin. Il y aurait des choses bizarres à l'ancien hôpital. Il y a un rond-point où il y a beaucoup d'accidents. Il se passe quelque chose d'étrange tous les jours. L'esprit nous est apparu sous l'apparence d'un saint. Mais il nous a terrorisés. Tous les monstres habituels sont là. Fantômes, esprits frappeurs, vampires. Comme partout ailleurs ou presque, les gens pensent que ces êtres se terrent dans des grottes, des bâtiments anciens, dans chaque recoin. La tua mente spicca al volo quando è notte tu sei solo. Guardi fuori, sono là, vedi nell'oscurità, vedi nell'oscurità, vedi nell'oscurità, vedi nell'oscurità. Son visage avait changé. Je me suis mis à trembler. Je n'arrêtais pas de répéter que si la dame allait dans la mer, elle mourrait. À l'aide! J'adore ce genre d'histoire, les histoires de fantômes. Beaucoup de gens ont été torturés, beaucoup sont morts. On a entendu une voix. Les histoires sur des endroits soi-disant interdits, déconseillés. Je ne suis pas un chasseur de fantômes. Les peurs, les superstitions cachent toujours une autre histoire. Une histoire vraie. Que s'est-il vraiment passé ici ?
Mais beaucoup de ces endroits semblent de près ou de loin liés à la mer. Un bâtiment semble valoir que j'y jette un œil. C'est un ancien fort, bâti sur le littoral, il y a près de 5 siècles par les Portugais. Selon un témoin, il est hanté. Une fois, avec 3 amis, on est allé au fort de Diu. On a traîné dans les environs pendant à peu près 2 heures. Comme on était fatigué, on s'est assis. On a remarqué qu'il n'y avait pas un bruit. Puis, on a entendu un truc bizarre. Un cheval qui trottait. On s'est regardé en se demandant si l'un de nous faisait une blague aux autres. On a dit « Silence, fini les blagues, un peu de sérieux ». On a compris qu'une force surnaturelle essayait de nous dire de partir. Si vous le saviez, entreriez-vous quand même ? Diu, une petite localité indienne située sur les bords de la mer d'Oman, fait partie du territoire de l'Union appelée Daman et Diu. Mais pendant plus de 400 ans, elle a appartenu aux Portugais. Maîtres du commerce maritime, ils y ont importé leur religion et leur culture. Les Européens sont repartis depuis longtemps, et aujourd'hui, Diu ressemble à n'importe quel autre port de pêche, du moins à première vue. Je m'appelle Robert Joe. Je tiens un blog et je suis explorateur urbain. Je ne crois pas aux fantômes. Et j'ai une théorie. Les endroits où les phénomènes paranormaux se multiplient ont souvent un point commun. Une tragédie bien réelle s'y est déroulée. À un moment ou à un autre. Des phénomènes de ce genre se dérouleraient à Diu et beaucoup de gens croient que la mer est hantée. Ils y auraient vu des spectres. Un exemple. J'avais une quinzaine d'années. C'était la pleine lune. On s'est tous approchés de l'eau pour uriner. Et j'ai vu une vieille dame s'approcher de la mer. Et elle criait « À l'aide, à l'aide ». Mais quand je me suis approché pour l'aider, j'ai vu que son attitude et son visage avaient changé. Ses yeux s'étaient agrandis et son visage était devenu effrayant et rougeâtre. Je n'arrêtais pas de répéter que si la dame allait dans la mer, elle mourrait. Mes camarades m'ont retenu. Je n'étais plus capable de réfléchir normalement. Je me suis dit que si c'était vraiment un fantôme, elle irait dans la mer.